Bien, bonjour à toutes et tous, hein. Donc nous allons démarrer, inaugurer avec cette session notre premier webinaire et débuter une session Dans le monde de la santé. par un premier éclairage, sur la médecine et la santé du futur. Plus précisément, ce webinaire va être consacré à un lieu et un espace où cette médecine, cette santé s'élabore et s'imagine. Ce lieu c'est Paris Santé Campus. Paris Santé Campus, qui va nous être présenté par son directeur, Antoine Ténière. Antoine Ténière, alors, merci d'être avec nous, Dans le monde de la santé. de médecine en immunologie, et on peut dire que votre carrière, vous avez une carrière qui a été marquée par une forte attention aux transformations du monde de la santé, puisque vous avez été notamment délégué à la transformation pédagogique à la faculté de médecine de Paris Descartes. Vous avez été fondateur et créateur d'un institut qui s'appelle Illumens, consacré à la simulation en santé. Dans le monde de la santé. Et au sein du ministère en charge de la recherche, vous avez été pilote du volet formation de la stratégie de transformation du système de santé. Alors juste avant de vous donner la parole, je voudrais remercier une ancienne auditrice, Isabelle Zabit, qui est directrice au sein de la délégation du numérique en santé du ministère de la Santé, pour nous avoir mis en relation. Donc c'est grâce à Isabelle que ce webinaire Dans le monde de la santé. est possible. Voilà, donc vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous quelques grandes idées et grandes convictions autour des enjeux de la santé et puis de son évolution. Depuis Paris Santé Campus que vous voyez derrière moi, je vous en dirai bien sûr un mot tout à l'heure, qui est finalement une réponse assez concrète et surtout efficace aux enjeux de l'innovation, notamment dans le monde de la santé. Je suis très heureux donc de pouvoir inaugurer ce cycle de séminaires de l'IHEST. Peut-être pour commencer à poser un petit peu les choses et revenir sur des fondamentaux, rappeler simplement qu'on a la chance de vivre dans un monde où l'espérance de vie n'a jamais été aussi élevée jusqu'à maintenant. Et vous avez sur ce graphique un schéma d'évolution de l'espérance. Finalement, la conséquence des hommes et les femmes, avec une petite différence qui persiste entre les deux, depuis le XVIIIe siècle. Et vous voyez que s'il y a eu des périodes avec des grands conflits et des espérances de vie qui chutent et qui sont simplement liées à des décès nombreux et jeunes, liés aux guerres notamment, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est dans une évolution permanente positive de cette espérance de vie, qui est finalement la conséquence de plusieurs choses. La conséquence du progrès scientifique, bien évidemment, et de son application, notamment dans la santé, mais aussi la conséquence de la diffusion assez large de ces progrès à l'ensemble de la population, notamment avec le modèle de sécurité sociale. Et ce qui est intéressant, ces données concernent la France, c'est de regarder ce qui peut se passer dans d'autres pays, et notamment des pays qui peuvent être des symboles ou des SAP d'innovation, et je pense notamment aux États-Unis, et de voir que finalement, si on a des pays où l'innovation peut être très forte et très importante, cette diffusion est un enjeu essentiel, et notamment la question d'accès aux soins aux États-Unis associé à des usages ou des mésusages de certains médicaments et puis des violences sociétales font que malgré tous les progrès qui sont faits et tous les accompagnements et les finances, l'espérance de vie diminue. Et donc c'est un marqueur très important dans un pays industrialisé grand comme les États-Unis. Donc, ça, c'est un premier phénomène qui est important et qu'on relie évidemment directement à l'accumulation et à l'accroissement de connaissances, à la création de nouveaux outils technologiques, de nouvelles organisations qui permettent justement de faire bénéficier le plus grand nombre de ces innovations dans la santé. Ça a plusieurs conséquences, et notamment la première, c'est l'émergence d'une courbe qui n'est pas figurée dans ce schéma, mais qui est ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé. Parce que la réalité, en fait, quand l'espérance de vie augmente, c'est qu'on est capable de maintenir en vie des personnes
qui vont avoir des maladies et qui auraient pu en mourir auparavant, mais qu'on va stabiliser et qui vont développer justement des maladies chroniques. Donc ça peut être de l'hypertension, évidemment, qui sont associées à des maladies rénales ou d'autres éléments, et qui vont créer une réalité assez spécifique qui est l'émergence euh, d'un volume important de pathologies chroniques qui devient un challenge pour notre système de santé et pour notre population, notamment parce qu'elle génère à la fois une morbidité qui est importante, des questions éthiques évidemment qui sont associées, et puis également un impact médico-économique qui est réel et qui pose une vraie question sur notre capacité à financer de façon pérenne justement notre modèle social. Donc ça, c'est un premier élément qui est important et la réalité qu'on va voir également, c'est que la conséquence de l'accroissement ou de l'accélération de cette innovation est qu'on implique dans délimiter plusieurs âges de l'innovation avec une vision que j'ai exportée ici dans la santé, mais qui est relativement transversale dans la technologie de façon générale, avec un premier moment ou point d'inflexion à la fin du 19e siècle qui est l'invention de la machine à vapeur qui va vraiment nous faire entrer dans l'ère industrielle et qui va être un élément très fort qui va expliquer implique dans le mouvement linéaire de la vitesse de ces innovations et qui, dans un deuxième temps, va devenir exponentielle et qui est une réalité dans laquelle on vit. C'est-à-dire que pour un temps donné, le nombre d'innovations qui va émerger va doubler de façon régulière. Donc ça met beaucoup d'espoir avec des nouveaux outils, des nouvelles connaissances, des nouvelles organisations. Et je vous donnerai quelques exemples très concrets de ce que ça implique dans la santé notamment. Mais ça met aussi une pression non négligeable sur nos systèmes et nos organisations pour pouvoir intégrer de façon rapide et efficace ces innovations et surtout faire en sorte que ces innovations se transforment en usage, c'est-à-dire qu'elles trouvent leur impact, qu'elles trouvent leur modèle de développement et qu'elles trouvent leur modèle de financement dans la société. Donc dans la santé, on peut le décliner dans énormément d'exemples. Je vous ai mis là, mais il y a de l'exploration d'un fœtus dans le ventre de sa maman, où vous avez d'un côté les premiers outils qu'on utilisait, qui étaient en fait des outils qui permettaient de transmettre le son des battements du cœur que vous voyez sur la gauche, qui sont les ancêtres du stéthoscope. Et puis sur la droite, les vidéos 4D qu'on est capable d'obtenir maintenant, qui permettent non seulement d'avoir une visualisation très claire des fœtus, mais également de rechercher des pathologies et beaucoup d'autres informations de façon complètement non invasive. Et ça peut se décliner Excusez-moi, dans... Oui, pardon. Comment vous définissez l'innovation en fait? pardon? Comment vous définissez l'innovation? Qu'est-ce que ça regroupe, l'innovation? C'est Alors, dans la santé ou de façon générale? de façon générale. Oui. On est dans une ère. Alors, je ne m'attendais pas forcément à cette question, mais pour moi, c'est l'ensemble des éléments nouveaux, que ce soit sur le plan technique, technologique ou organisationnel, qui émergent et qui permettent de transformer des systèmes. D'accord. Mais votre question avait. Enfin, quel est le sens de votre Parce question? que je me posais des questions en fait entre le linéaire et l'exponentiel. En fait, Euh, Qu'on est dans une ère. est-ce que finalement la connaissance n'engendre pas la connaissance finalement? Et Pardon? donc, est-ce que la connaissance n'engendre pas la connaissance? Et donc, du coup, est-ce que c'est pas normal d'avoir quelque chose qui devient exponentiel et qui ne s'arrêtera pas? Alors, en fait, il y a plusieurs raisons, on va en reparler à cette accélération, et notamment une réalité aujourd'hui, c'est qu'on est dans une ère numérique et que une partie de l'innovation est tenue par la vitesse du progrès numérique. Et quand on regarde en détail ce sujet-là,
on se rend compte que la capacité d'évolution des outils numériques, en fait, elle est déterminée par la capacité de calcul des microprocesseurs qu'on utilise dans les ordinateurs, les outils technologiques, etc., qui est définie par une loi que vous connaissez probablement, qui s'appelle la loi de Moore, qui a été d'innovation, qui s'appelle Gordon Moore, qui est décédé récemment, et qui avait prédit dans les années 70, justement, de façon tout à fait exacte, la vitesse d'évolution de la capacité de ces microprocesseurs qui suit une exponentielle pour justement essayer de comprendre la vitesse d'évolution de ces outils numériques. Et on se rend compte en fait qu'une partie de cette vitesse d'innovation qui est exponentielle est tenue par la vitesse d'innovation, enfin, d'accélération de la capacité de calcul de ces microprocesseurs et par la loi de Moore. Donc c'est une explication potentielle justement à cet élément, mais qui se décline dans beaucoup d'autres domaines et on peut le regarder dans la robotique, on peut le regarder dans d'autres approches technologiques, etc. Toujours est-il que dans la santé, de façon tout à fait les enjeux que ça. Quand moi j'ai commencé mes études de médecine, on considérait que là, il y a 50% de la connaissance en santé qui se renouvelait tous les 5 ans. Aujourd'hui, on considère que c'est 50% à peu près tous les 2 ans. Donc, ça veut dire qu'on matérialise bien cette accélération avec une réalité là aussi tout à fait concrète qui est que le cerveau humain n'est pas en capacité de suivre et d'intégrer de façon les enjeux que ça, la somme des connaissances qui sont publiées et qu'on doit développer maintenant des nouveaux outils pour être capable d'analyser, de synthétiser et d'intégrer, de décliner en usage pratique justement les conséquences de ces connaissances qui sont produites au quotidien. Il suffit de voir à la fois le nombre de publications, l'accroissement de ces publications de façon extrêmement rapide, le nombre de journaux scientifiques pour comprendre très rapidement justement les enjeux que ça implique. Mais de façon peut-être plus positive, ça montre aussi une réalité que je vais vous illustrer avec des exemples à travers les grandes pandémies qu'on a connues sur les 50 dernières années. Et je vais prendre 3 exemples. Premier Je me exemple. permets de juste vous interrompre un peu, Antoine. Juste pour rappeler qu'il y aura un temps de questions long à la fin du webinaire, et qu'il est peut-être voilà, peut-être bien de laisser Antoine développer son intervention Avec 2 autres épidémies. dans un second temps. Voilà, donc c'était juste un petit rappel du Merci Geneviève, parce que j'avais plein de questions. Donc, je Voilà. vais laisser Donc tu les Antoine notes, dérouler. On aura super. du temps pour en Tu les parler, ne vous notes. inquiétez pas. Tu les notes et on les posera à la fin, pas de souci. Ça marche. Donc, si je reprends l'exemple des grandes épidémies récentes, celle qui est normalement encore dans vos mémoires, c'est celle du Covid-19. Et je vais la comparer avec 2 autres épidémies, une que vous avez probablement pas connue, qui est l'épidémie d'Ebola, et puis une qui a touché un peu plus de pays industrialisés, qui est l'épidémie du VIH. Évidemment, les agents infectieux sont différents. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que on va regarder 2 paramètres. Le temps pour comprendre et identifier la menace infectieuse émergente et le temps nécessaire pour produire un outil de traitement. Et si on voit des grandes menaces ou des 3 grandes épidémies, donc le VIH, il y a une cinquantaine d'années, Ebola, il y a une dizaine d'années, et puis le Covid, il y a maintenant 3 ans, eh bien, on se rend compte qu'à chaque fois, le temps nécessaire pour identifier la menace en cause va se raccourcir. Pour le VIH, c'était plusieurs années, pour Ebola, c'est plusieurs mois, et pour le Covid, c'est 2 semaines. Et le temps nécessaire pour produire une réponse thérapeutique se raccourcit également. Des grandes menaces ou des VIH, c'est plusieurs années avant de mettre au point un traitement qui stabilise la maladie mais qui ne la guérit pas aujourd'hui. Pour Ebola, c'est plusieurs années avant de produire un vaccin, et pour le Covid, c'est quelques mois, et non seulement quelques mois pour produire le vaccin, mais surtout quelques mois également pour le mettre à disposition de la totalité de la planète, ce qui est tout à fait inédit. Donc la conséquence de cette accélération de l'innovation, c'est bien ça, c'est-à-dire en fait de réduire le temps nécessaire pour trouver des réponses à des grandes menaces ou des grands enjeux dans la santé. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet
d'imaginer que s'il y a à nouveau des grandes difficultés ou des grandes épidémies, vous avez peut-être vu les informations récemment sur la transmission du virus H5N1, la grippe aviaire, qui est une vraie menace, eh bien, les outils, la connaissance et les nouvelles organisations qu'on a mis en place nous permettront avec confiance qu'on va répondre plus rapidement encore que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant. Il y a un autre paramètre au-delà de l'accélération et du paramètre temps qui est important, mais on en discutera tout à l'heure, qui est le paramètre financier. Mais de façon tout à fait concrète, la conséquence aussi de cette accélération de l'innovation, c'est que je peux vous dire avec confiance qu'on n'a jamais fait autant de découvertes dans les 50 dernières années dans la santé que dans les 2000 dernières années, si on prend justement la somme de tout ce qui a été accumulé en termes de connaissances, d'outils ou de nouvelles organisations, et que de la même façon, je peux vous prédire de façon tout à fait certaine qu'on fera plus de grandes découvertes dans les 50 prochaines années qu'on en a fait jusqu'à maintenant dans les 2000 dernières années. C'est la conséquence tout à fait directe justement de cette modélisation de la base de langage, de l'innovation. Alors, évidemment, ça se porte et ça se diffuse dans tous les paramètres de la santé. Et ce qui est intéressant, c'est que pour essayer de théoriser justement cette vitesse d'accélération de l'innovation, je vous ai parlé tout à l'heure de la loi de Moore, qui est en fait une évolution de la capacité des microprocesseurs. Pour comprendre l'ère dans laquelle on va rentrer, je pense qu'il y a deux paramètres intéressants à base de langage. Le premier, c'est les outils qu'on arrive à développer avec l'analyse algorithmique et notamment l'intelligence artificielle, qui permettent en fait des apprentissages qui sont beaucoup plus rapides par la machine que ce qui a été fait par l'homme jusqu'à maintenant. Il suffit de regarder l'exemple de l'IA générative pour voir à quel point et à quelle vitesse on arrive à avoir des réponses et des outils qui sont adaptés. Alors évidemment avec quelques limites en fonction des versions que vous regardez des bases de langage, mais qui sont globalement tout à fait impressionnants, notamment par rapport à l'apprentissage humain, que ce soit dans les connaissances existantes ou le temps qui a été nécessaire pour accumuler les connaissances dont on dispose aujourd'hui. Ça, c'est un premier paramètre. Et le deuxième paramètre, qui est la suite finalement de la fameuse loi de Moore dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'arrivée de capacités de calcul qui vont être radicalement différentes, notamment avec l'émergence des outils qui possèdent une capacité quantique qui permettent d'aller encore plus vite que ce dont on dispose aujourd'hui. Et quand je dis encore plus vite, c'est plus de 1000 fois plus vite que les meilleurs processeurs aujourd'hui. Donc ça va être également un élément transformant qui va nous permettre d'aller plus vite dans l'innovation, mais qui va là aussi mettre une pression supplémentaire dans l'utilisation de ces outils. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer que justement l'émergence des outils d'intelligence artificielle qui possèdent une capacité d'analyse vont être une réponse potentielle à l'accumulation de ces connaissances et notre capacité à les utiliser de façon optimale pour les décliner rapidement en usage. Plusieurs éléments également pour comprendre comment est-ce qu'on va faire en sorte que cette richesse d'innovation se transfère rapidement et crée des impacts auprès de la société et des patients. Les CAR T-cells, deux éléments tout à fait centraux qui vont être vraiment des goulets d'étranglement pour la diffusion de l'innovation. Le premier, c'est qu'elle doit répondre à une problématique pratique. Et donc, dans la santé, c'est particulièrement important. Et c'est ce que nous travaillons aujourd'hui avec les professionnels de santé, les patients, les innovateurs. C'est quel est le problème qu'on veut résoudre et comment est-ce qu'on va le résoudre. Et le deuxième, qui est une réalité aussi, tout à les CAR T-cells, c'est de comprendre dans quelle mesure elle va être soutenable sur le plan économique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte de la financer, soit parce qu'elle permet d'améliorer ou de limiter des coûts existants, soit parce qu'elle amène une valeur ajoutée médicale réelle dans des prises en charge. Et on a de nombreux exemples aujourd'hui, notamment dans le traitement du cancer, qui posent cette question de notre capacité à financer ces innovations. Quand on regarde des traitements, par exemple, comme ce qu'on appelle les CAR T-cells, c'est-à-dire des biothérapies qui vont coûter plus de 400 000 € par patient et par an,
qui sont des coûts très supérieurs à ce qui est financé aujourd'hui jusqu'à maintenant sur un certain nombre de médicaments. Ces outils et cette réalité autour de l'innovation nous permettent d'imaginer finalement l'évolution de la médecine et le passage dans une ère ultra précise, ultra performante, qui renforce encore plus ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et la théorie finalement qui permet de comprendre dans quelle direction la santé et la médecine vont évoluer, c'est ce qu'on appelle la médecine des 5 P. C'est-à-dire en gros des médecines qui va être plus précise, plus performante, plus prédictive, plus préventive, plus personnalisée et qui va s'adapter de façon beaucoup plus directe justement aux besoins de chacun. Là où aujourd'hui, et même si c'est ce qu'on peut faire de mieux jusqu'à maintenant, l'utilisation de certains médicaments se fait de façon un peu globale, avec des dosages et des mesures d'effet qui sont également globales et qui sont moins adaptées ou moins personnalisées que ce qu'on pourrait faire avec d'autres approches. Donc c'est à la fois la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension des maladies, dans le diagnostic, dans la finesse d'analyse, justement, maladies, mais également de leur retentissement, mais aussi de faire des transformations assez profondes, et notamment la caractéristique des systèmes de santé développés aujourd'hui sont qu'ils sont essentiellement centrés sur le soin et très peu sur la prévention. Et donc, la capacité de développer une approche notamment basée sur la donnée et des outils de prédiction, notamment avec de l'analyse algorithmique, justement, d'arriver à équilibrer ce fonctionnement des systèmes de santé pour évidemment affiner, améliorer encore ce qui se fait autour du soin, mais avoir une logique qui permette d'être beaucoup plus en amont également et beaucoup plus préventive dans l'identification de patients et de populations à risque, où on va pouvoir avoir des actions de prévention beaucoup plus ciblées. Et avec des impacts évidemment médico-économiques très forts, dont on ne sait pas encore s'ils pourront compenser justement le renforcement des coûts qui sont liés à l'émergence de nouveaux médicaments, de nouvelles biothérapies, etc. Donc voilà quelques grands éléments. Et puis pour comprendre également les changements d'ère, si je puis dire, le 19e et le 20e siècle ont été beaucoup basés sur les déclinaisons liées à l'émergence de la biologie. Le 20e siècle a été vraiment centré sur justement dans notre émergence de la génétique et puis dans un deuxième temps de la génomique, c'est-à-dire le changement d'échelle dans la capacité d'analyse des gènes. Et puis, on voit très bien que le 21e siècle va passer dans cette ère numérique qui est une transformation également très profonde, au-delà de l'accélération de l'innovation dont on a parlé, qui va amener de nombreuses innovations et de nombreux avantages, justement, dans notre façon de voir aujourd'hui la santé. Et pour vous donner peut-être un petit élément de compréhension de l'ère dans laquelle nous passons. On a accueilli récemment à Paris Santé Campus Frédéric Worms, qui est philosophe d'avant dans la santé, qui est l'actuel directeur de l'école normale supérieure. Et dans les échanges que nous avions autour de ces sujets de santé, il mettait également de l'existence de 3 grandes révolutions dans la santé. La première, c'est l'irruption de la science dans ce qui était auparavant plus un art qu'autre chose, et notamment avec l'approche de la connaissance physiologique, de l'anatomie, etc. La deuxième, c'est la vision ou la garantie, on va dire, d'accès à la santé qui a été mis en place avec les modèles sociaux, notamment également de la Seconde Guerre mondiale. Et puis la troisième révolution, pour lui, c'est justement cette révolution numérique qui vient bouleverser complètement à la fois la façon dont on raisonne, le lien qu'il peut y avoir entre un patient et un professionnel de santé, une population et des enjeux de santé publique, et qui va nécessairement amener des transformations extrêmement importantes. La bonne nouvelle, je vous le disais également, c'est qu'avec l'accélération de cette innovation, on a la capacité également de produire
rapidement des améliorations sur le coût de ces innovations. Et donc, je vous ai pris l'exemple, mais qu'on peut répéter dans d'autres domaines de la génétique et de la génomique. Et il suffit de regarder les premières initiatives d'analyse complète du génome entier d'un être humain pour comprendre que le coût qui a été nécessaire pour séquencer un génome entier, qui a mobilisé des outils, à l'accès des milliers de chercheurs dans des centaines de laboratoires à travers le monde est largement supérieur à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est-à-dire l'analyse de plusieurs génomes entiers sur une centaine de patients en une demi-journée pour un coût de l'ordre de $100 par patient ou un petit peu moins. Donc cette accélération de l'innovation, elle s'accompagne aussi d'une réduction des coûts qui est liée à l'amélioration de la performance des outils, à l'accélération de la performance des outils et qui permettent justement de rendre plus facilement accessibles et de diffuser plus facilement ces innovations et donc de les transformer réellement en usage. Donc ça, c'est un élément qui est très important, qui nous permet aussi de mieux analyser quel impact vont avoir ces innovations et comment est-ce qu'on va pouvoir imaginer des modèles de financement qui sont associés à ces innovations. Et donc, préliminaire, notamment, je prends les exemples dans la chirurgie, dans la cardiologie, dans la gynécologie, etc., de grandes avancées, de grandes transformations et de grands changements. Vous le voyez au quotidien dans votre vie personnelle, chez vos proches, etc. Des maladies dont on mourait auparavant ou qui étaient très invalidantes deviennent aujourd'hui peut-être pas des formalités, mais des choses qu'on peut facilement éliminer, notamment avec un défi évidemment central aujourd'hui autour du cancer, mais qui est vraiment un domaine de recherche extrêmement avancé, où la conception et les nouvelles connaissances là aussi qui s'accumulent de façon extrêmement rapide, nous ont permis de passer d'une situation où on voyait des patients mourir sans comprendre réellement ce qui se passait, à une situation où on va comprendre certains paramètres d'une maladie qu'on va traiter avec des traitements préliminaires, notamment je pense à la chimiothérapie et la radiothérapie, et puis où aujourd'hui avec les connaissances, on entre là aussi dans une nouvelle dimension avec notamment les progrès de l'immunothérapie qui permettent d'avoir une vision beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus efficace et beaucoup moins toxique pour certains aspects, pour justement traiter ces cancers et avec là aussi des perspectives d'évolution tout à fait intéressantes. Et on peut décliner ces exemples-là dans tous les grands enjeux de etc., notamment les maladies chroniques dont je parlais, qui vont être un vrai challenge pour les systèmes de santé. Ce qui m'intéresse également de partager avec vous, c'est la façon dont le système de santé peut faire en sorte que ces innovations, ces bénéfices qui sont amenés à travers le progrès technologique, à travers les progrès organisationnels, etc., vont être intégrés. Et avec plusieurs réalités, je vous le disais, donc une pression importante pour faire en sorte que si d'un côté on a un cercle ou une boucle d'innovation qui s'accélère, eh bien le transfert et l'arrivée auprès des patients, et notamment sur les usages, puissent suivre le même chemin. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette réalité n'est pas tout à fait aboutie pour plusieurs raisons. La première, c'est que plus on va être en nécessité de les évaluer et de les certifier. C'est une réalité dans la santé qui permet de faire en sorte que on met à disposition des professionnels de santé et auprès des patients des innovations qui ont été testées, dont on est capable de garantir l'innocuité ou le bénéfice risque, le ratio bénéfice-risque. Et la réalité, c'est que si on prend l'exemple du médicament, le temps était entre la conception d'un nouveau médicament, ses études in vitro, puis in vivo, ses études cliniques et la mise sur le marché pouvait être de 10 à 15 ans, ce qui évidemment devient tout à fait inacceptable pour la société qui attend
la mise à disposition d'outils, de médicaments, d'organisation de façon beaucoup plus rapide. Et là aussi, il suffit de prendre l'exemple de l'épidémie Covid pour voir la pression qui était existante pour à la fois faire de la recherche, avoir des résultats et puis mettre à disposition des traitements dans des moments où évidemment tout le monde était centré sur le Covid, mais la réalité est la même pardon, dans le cancer quand le temps a des conséquences tout à fait directes en termes d'espérance de vie ou dans d'autres pathologies. Donc notre enjeu, c'est d'arriver évidemment à intégrer cette innovation, mais surtout là aussi pour prendre un exemple, et ça nécessite de faire évoluer également les stratégies d'évaluation et de réglementation, sans faire des concessions sur la qualité et le fond de l'évaluation, mais d'être capable de les fluidifier et de faire en sorte qu'on trouve des modèles qui permettent de s'accorder sur cette vitesse de l'innovation, de trouver les modèles de financement également, et puis de penser les organisations pour être en capacité d'intégrer ces nouveaux usages, ces nouveaux outils de façon extrêmement rapide. Et là aussi, pour prendre un exemple tout à fait concret, l'émergence de nouvelles approches, de nouveaux traitements, de nouveaux outils dans des équipes à l'hôpital, dans des équipes de soins en ville, etc., mettent des contraintes très fortes en termes de formation et d'organisation qui nécessitent de dédier beaucoup de temps pour former les professionnels à l'utilisation d'un nouveau bistouri, d'une nouvelle technique de changement de valve cardiaque, de prise en charge de chimiothérapie. Et donc, on voit bien que l'émergence de plus en plus importante et de plus en plus rapide de ces innovations va nécessiter des efforts très importants en termes d'organisation, en termes de formation des personnels qui vont nécessairement être un enjeu pour arriver à transformer de façon fluide et efficace ces innovations en usage. Et donc, avec ces réalités-là, il est apparu la nécessité de structurer les initiatives d'innovation. C'est ce que le président de la République a fait à travers le plan Innovation Santé 2030 qui avait été annoncé en 2021 et qui est maintenant repris dans le grand programme qui s'appelle France 2030. Et la volonté, à travers des axes extrêmement forts, d'arriver non seulement à définir des objectifs stratégiques, à définir des domaines prioritaires et à définir une méthodologie d'organisation pour faire en sorte que les acteurs soient alignés. Ils sont nombreux dans la santé, qu'ils partagent ces objectifs et puis qu'il y ait des structures de pilotage qui permettent de faciliter justement l'émergence de toutes ces innovations dans le domaine de la santé. Je ne détaillerai pas forcément tous les axes, mais vous les retrouverez dans ce plan Innovation Santé 2030. Simplement, ce qui est vraiment important, c'est la nécessité de structurer le système pour qu'il soit en capacité justement pour réduire ces innovations, de les transformer en usage et de les intégrer de façon rapide. Et c'est toute le rationnel qu'il y a derrière Paris Santé Campus et le concept des écosystèmes d'innovation qui vont permettre justement, en rassemblant des acteurs sur un même site, de pouvoir faciliter des synergies, accélérer des collaborations, accélérer des développements et créer de l'interdisciplinarité justement pour répondre à ces enjeux d'innovation. Donc vous allez voir ici à travers cette petite vidéo ce qu'est aujourd'hui Paris Santé Campus et comment il est composé et puis je vous décrirai après ce qu'on y fait. Je crois que le son ne passe pas très bien. Ouais.
Avec voilà, en très synthétique, ce qu'est Paris Santé Campus, c'est finalement un très grand écosystème dans lequel on va rassembler des expertises et des compétences complémentaires qui sont habituellement disséminées et en silo dans différents territoires et dans différents domaines, avec justement l'objectif de les faire se rencontrer, de les faire se connaître et de les faire travailler ensemble pour répondre à ces enjeux d'accélération de l'innovation et avec une thématique centrale qui est le numérique pour la santé. Donc, ça nécessite en fait de se décliner dans 4 grands objectifs, 2 qui sont très matériels. Le premier, c'est tout le travail sur la donnée, qui est vraiment la brique essentielle pour travailler sur le numérique. Et dans la santé, c'est la production, l'exploitation de ces données de santé, c'est-à-dire la collecte, le stockage, l'analyse. Le premier, c'est l'algorithmique. Et puis évidemment la sécurisation et l'exploitation secondaire de ces données qui ont un potentiel extrêmement important pour les patients et pour le système de santé et qu'on peut déployer dans des logiques de recherche, de soins ou d'innovation pour notre système de santé. Donc ça, c'est un premier très grand pilier, évidemment, qu'on adresse à l'échelle nationale sur la question de l'utilisation des données de santé. Et le deuxième, c'est que le numérique se nourrit également de comptes. Le premier, c'est certaines existent aujourd'hui et d'autres sont à inventer pour demain, d'où la présence d'une université qui est l'université PSL au sein de Paris Santé Campus et d'étudiants pour vraiment développer des programmes et des formations d'excellence autour du numérique pour la santé et de créer les talents de demain justement pour la recherche, pour l'entrepreneuriat ou pour d'autres développements dans la santé. Et avec 2 objectifs à long terme. Le premier, c'est la création de valeur, notamment économique. Et donc là, c'est la croissance de jeunes entreprises qui vont naître et qui vont grandir dans l'écosystème, puisqu'on a plus de 80 startups qui sont présentes aujourd'hui. Et à côté de ça, l'impact que ces outils numériques et que ces innovations vont créer pour le système de santé. Donc on est vraiment dans une logique où, certes, on pousse de l'innovation, mais on est attentif, comme je vous le disais, à ce qu'elle se transforme en usage, et non seulement qu'elle se transforme en usage, mais surtout qu'elle crée de l'impact et pour renforcer le système de santé. Là aussi, on peut prendre quelques exemples tout à fait concrets que vous avez vécu de près. C'est l'émergence des plateformes de télémédecine qui ont été accélérées pendant la crise Covid, l'utilisation maintenant quasi permanente de plateformes de rendez-vous pour des professionnels de santé, ou des exemples plus spécifiques et qui sont moins visibles pour le grand public, comme l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'analyse automatisée des radiologies ou des scanners pour renforcer le diagnostic, ou l'utilisation de génomique et d'algorithmes pour analyser et déterminer la carte d'identité beaucoup plus précise dans le traitement de certains cancers. Donc ça se décline évidemment dans de très nombreux paramètres qui sont des paramètres très experts et très professionnels ou au contraire très diffusés et très grand public. Donc pour faire ça, on a aujourd'hui plus de 1800 personnes qui sont présentes peuvent s'amener des campus et qui sont regroupées en plus de 130 entités différentes. Certaines sont publiques et font partie du monde académique ou institutionnel, et d'autres sont privées et font partie des startups, des grands groupes ou des industriels qui sont présents sur le site et qui vont côtoyer quotidiennement plus de 300 étudiants qui viennent sur différents programmes de formation justement pour être les futurs talents du numérique pour la santé de demain. Une partie de ce que nous faisons à Paris Santé Campus, au-delà peuvent s'amener des acteurs très variés, c'est aussi de faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer et qu'ils aient toutes les occasions, à travers notamment un programme d'événements très dense, de pouvoir discuter et travailler ensemble. Et donc, on a organisé depuis l'ouverture de Paris Santé Campus il y a un petit peu moins de 2 ans, plus de 500 événements qui vont de très grands événements internationaux à des événements un peu plus dimensionnés locaux, mais qui permettent justement à tous les acteurs de se rencontrer et de comprendre ensemble comment ils peuvent s'amener et créer de la valeur à travers justement ces échanges. Et quand on intègre des nouveaux acteurs, on les fait passer à travers un comité de sélection
qui permet d'analyser justement leur trajectoire, leurs besoins et puis leurs apports dans l'écosystème et de vérifier que tout ça est cohérent avec la stratégie globale. Donc, on a analysé jusqu'à aujourd'hui un peu plus de 300 projets à travers une dizaine de comités de sélection et on en a intégré des compétences 130 comme c'est marqué ici pour justement participer à cet écosystème. Sur la partie académique, donc vous l'avez vu, nous avons 5 membres fondateurs qui sont les réseaux nationaux de recherche en santé et en informatique, INSERM et INRIA, une université qui est l'université PSL, qui comprend notamment le Collège de France, l'université Paris-Dauphine, l'École normale supérieure ou l'ESPCI, qui sont des établissements réputés et qui produisent des compétences d'excellence dans les domaines de l'ingénierie, de la mathématique, de l'algorithmique, de l'économie, etc., qui vont être appliquées à la santé. Et puis 2 agences du ministère de la Santé, l'Agence du numérique en santé et le Health Hub, qui est en charge d'accompagner l'accès aux bases de données de santé nationales qui sont extrêmement riches, mais qui sont extrêmement complexes également. Donc, il y a une partie réunion d'experts de Paris Santé Campus qui est la partie académique et notamment recherche. Et vous avez sur cet exemple les grands domaines de recherche qui sont développés ici. L'intelligence artificielle, évidemment. La partie imagerie, diagnostic et thérapeutique avec l'Institut Physics for Medicine. Des systèmes de santé apprenants, notamment algorithmiques et IA avec l'équipe ECA. Le travail sur les jumeaux numériques et la biologie, réunion d'experts de l'Institut Cubio, et puis la déclinaison sciences humaines et sociales de toutes ces approches, notamment avec l'Institut Santé numérique en société. Et le dernier élément, c'est l'Agence nationale de la recherche scientifique dans sa version maladie infectieuse émergente qui a été créée pendant la crise Covid et qui est présente également car elle base son travail sur beaucoup d'approches données et numériques. Et donc l'enjeu, au-delà d'avoir une réunion d'expertise tout à fait unique en France, mais pas uniquement à l'international également, c'est d'arriver à créer des ponts et des collaborations entre toutes ces structures qui vont pouvoir justement progresser ensemble parce que les expertises des uns vont servir aux projets et aux expertises des autres. Donc tout ça se mesure évidemment de façon tout à fait concrète avec plus de 500 chercheurs sur site valorisés et donc chaque année un peu plus de 300 travaux et qui vont bénéficier également de projets stratégiques nationaux, notamment dans le cadre de France 2030, avec le lancement de différentes stratégies d'accélération ou programmes d'équipement prioritaires de recherche qui vont venir financer des grands programmes de recherche sur la santé numérique. L'enjeu, évidemment, au-delà de stimuler et d'accompagner la recherche, c'est aussi que cette recherche puisse être valorisée. Et donc, le lien de transfert de la recherche à l'innovation en passant enfin, vers l'entrepreneuriat est essentiel. Et donc, je vous ai mis ici un exemple d'une start-up qui a été créée avec un institut de recherche qui s'appelle CardiaWave et l'Institut Physics for Medicine, qui permet de développer des nouvelles approches pour traiter la calcification des valves cardiaques. Et donc, on a plusieurs laboratoires comme ça qui vont créer des startups. Il y en a 7 ou 8 en tout, et qui sont des marqueurs très importants et qui permettent justement de faciliter la diffusion de ces découvertes en les transformant justement en entreprises. Et puis d'autres programmes qui sont portés par des grands industriels comme le programme MediTwin qui est figuré ici et porté par Dassault Systèmes qui permet de créer un atlas virtuel du corps humain sous format jumeau numérique qui va largement au-delà de ce qu'on utilise aujourd'hui comme planche ou image d'anatomie en intégrant de la fonction dans le corps humain et les organes virtuels, un petit peu sur le modèle des simulateurs de vol qui ont été développés il y a une quarantaine d'années. Quand il a fallu s'entraîner à faire voler des avions, eh bien, on a la capacité maintenant de créer des clones virtuels de corps humain pour mieux comprendre et tester des traitements et des interventions.
On a également 80 entreprises, je vous le disais, qui sont présentes dans l'écosystème. Certaines sont issues du monde académique pour une bonne partie. D'autres viennent du monde plus entrepreneurial et adressent toutes des enjeux autour de la donnée et autour du numérique. Et intelligence artificielle, évidemment, thérapie digitale, parcours patient, services numériques, aide au diagnostic, enjeux de prédiction dans la médecine, logistique, structuration de données, donc différents domaines qui sont autant de domaines d'application extrêmement importants pour le système de santé et avec la volonté évidemment de les accompagner dans leur développement, mais également de comprendre comment est-ce qu'elles vont pouvoir créer des partenariats avec des centres de soins, développer des stratégies d'évaluation et puis accéder au marché pour avoir ensuite un réel impact dans le système de santé. Donc voilà les grands contours de Paris Santé Campus que vous voyez d'ailleurs derrière moi. Et puis pour vous rendre tout ça un peu plus concret, je vous emmène faire une petite visite à travers cette vidéo également qui vous montrera de façon tout à fait pratique ce qu'est Paris Santé Campus. Au-delà de Paris Santé Campus, il y a bien évidemment la volonté de développer de façon beaucoup plus importante ces écosystèmes d'innovation. Et dans la santé, ça se matérialise avec différents programmes qui complètent le classique tandem entre la recherche, le soin, auquel on ajoute évidemment l'enseignement côté université, que sont les CHU par des centres d'innovation autour de différents organes, notamment les instituts hospitaliers universitaires, et puis des programmes d'envergure, notamment avec les bioclusters. Donc, il y en a un sur le cancer, il y en a un sur les maladies infectieuses et un sur l'immunologie, qui se développent également avec cette même volonté de créer des écosystèmes très larges d'innovation et qui sont inspirés très directement de ce qu'on a vu depuis une vingtaine d'années se développer dans la technologie avec la Silicon Valley, dans la biotech à Boston et dans d'autres domaines pour justement faciliter et accélérer le regroupement d'acteurs, les synergies et par là même l'innovation. Voilà les grands enjeux que je souhaitais partager avec vous. Donc évidemment, en une heure, je n'ai pas le temps de faire un tour beaucoup plus détaillé de tous les enjeux d'évolution de la santé, mais vous en avez quelques éléments d'avant-goût, si je puis dire, et je suis évidemment ravi de challenger tout ça avec vos questions et vos remarques. Merci beaucoup. Bon, donc je propose aux auditeurs de la promotion 2024 de poser leurs questions. Alors, de façon à ce qu'on puisse ordonner un peu les choses, je vous proposerai de lever la main. Vous avez une petite main en bas à droite, donc une petite main virtuelle, une petite main jaune, là, je viens de le faire. Et ça va nous permettre d'identifier qui veut poser des questions et de vous passer la parole. Voilà. Donc, j'ai vu que François était prêt, donc on va laisser François
commencer et puis ensuite, donc, J'ai plusieurs questions, en fait. allez-y. Vous m'entendez bien? Oui, oui, ça va, on t'entend bien. Donc, mes questions, moi je suis ingénieur, on est sur Ariane, et l'IA nous embête. Nos ingénieurs, ils croient à la machine. Et ils ont oublié les fondements de la physique. Donc, comment toi, tu vois ça, quoi, en fait? C'est... Alors, il y a les mêmes sujets dans la santé, notamment la crainte. Bon, il y a beaucoup de craintes et de risques avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Il y a la question de la perte de contrôle, le fantasme de la domination de la machine, etc. Mais au-delà de ça, il y a aussi des questions autour de l'apprentissage. On n'en a pas beaucoup parlé, mais notamment le fait qu'il y ait un certain nombre de savoirs et de connaissances qui se perdent parce qu'on les a transférés en fait dans des outils algorithmiques. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le socle indispensable de connaissances et notamment d'éléments transversaux comme l'esprit critique pour voir comment est-ce qu'on va utiliser de façon optimale ces outils d'intelligence artificielle. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les études qui sont publiées, c'est que finalement, la performance optimale que tout le monde essayait de rapporter soit d'un côté, soit de l'autre, c'est-à-dire soit à l'intelligence naturelle, soit à la machine, finalement, elle est dans la combinaison des deux. Et je crois que ça reprend bien aussi, alors je connais un peu moins le spatial, mais ce que je vois moi dans l'aéronautique, c'est-à-dire que, en gros, l'interface homme-machine est vraiment l'élément central qu'il faut privilégier dans la compréhension et l'impact de ces nouvelles approches. Aujourd'hui, on en est là. Après, les technologies et la performance évoluent à une telle vitesse que c'est compliqué de se projeter et de prédire ce qui va se passer demain. Et même les grands spécialistes essayent de ne pas le faire parce qu'ils voient qu'il y a certaines prédictions qui ne sont pas forcément réalisées. La réalité, c'est qu'en fait, ça va de toute façon beaucoup plus vite. Dans la santé, ce qui moi, enfin ce que je vois moi, c'est la promesse d'amélioration extrêmement importante à travers l'amélioration des performances, des prises en charge, des diagnostics, des traitements, du suivi des patients. Et donc, euh, paradoxalement, et par rapport à des systèmes ultra sécurisés que sont le spatial, l'aéronautique, le nucléaire, la santé, qui reste une activité à risque comme ces domaines-là, n'a pas encore vraiment enclenché sa mue de gestion des risques. Et je vois moi en fait l'émergence de ces technologies comme une possibilité d'aller beaucoup plus loin dans ces approches-là et donc effectivement d'avoir sûrement des impacts en termes de compréhension, d'intégration, etc., mais d'avoir avant tout des avantages extrêmement forts dans la sécurisation et les prises en charge de nos patients. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, ça répond pleinement. Le risque est présent, mais bon, voilà, Oui. il va falloir le gérer. Et j'avais une deuxième question, c'est vis-à-vis François, de... François, on va peut-être faire tourner un petit peu les questions. Vas-y, Si c'est vas-y, possible. Geneviève, Peut-être excuse-moi. juste Tu gardes ta pour, petite question pour pour tout à rebondir l'heure. sur cette question du risque, moi je trouve que alors, il y a plusieurs choses. On peut aussi prendre un petit peu de recul pour regarder euh, les grandes histoires de l'innovation, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a été à l'aube de nouvelles technologies, de nouvelles approches, on s'est posé ces questions-là. Et globalement, je trouve que jusqu'à maintenant, on a su les gérer. On regarde la diffusion, enfin l'émergence et la diffusion de l'électricité, par exemple, même si évidemment c'est différent de l'IA et de beaucoup d'autres approches. On est en capacité de comprendre comment est-ce que ces innovations vont créer des bénéfices et des impacts positifs. Et donc, de façon très claire, je ne l'ai peut-être pas dit de façon explicite, mais la vision que moi j'ai, c'est la finalité. Et donc, l'innovation n'est pas une finalité en soi, mais un outil
pour arriver à répondre à des finalités. Donc, c'est ce que j'ai dit évidemment sur la question des bénéfices que ça pouvait amener pour les prises en charge des patients. En tout cas, c'est comme ça dans la santé que je regarde en permanence l'impact de ces innovations et notre capacité de les intégrer. Et là-dessus, je voudrais signaler quand même un point important, puisque vous mentionnez l'IA, qui est le caractère précurseur de l'Europe, qui s'est doté d'un règlement sur l'utilisation de l'IA, que certains ont vu comme soit une volonté, soit un risque de freiner l'innovation. C'est surtout, au regard, je trouve, de ce qu'on voit aujourd'hui sur les outils numériques, la volonté de donner des cadres d'utilisation et de se prévenir justement des risques qui sont associés pour faire en sorte qu'en permanence, ces outils-là aient un impact positif. Très bien. On va passer la parole à Didier. Je vous rappelle juste de vous présenter quand vous posez vos questions, ce que tu feras tout à l'heure, François, du coup, quand on repasse la parole. Vas-y, Didier. Bonsoir, donc moi c'est Didier Jugmès, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille à Marseille. Merci pour la présentation, je trouvais très intéressante et inspirante. J'ai plusieurs questions, mais je vais en choisir une, peut-être sur l'organisation du système de santé. J'aimerais avoir votre point de vue. Est-ce que cette innovation par l'IA, innovation numérique, va permettre aussi de répondre à un manque de personnel soignant? En tout cas, je ne suis pas expert du domaine, mais c'est ce qu'on entend à tous les niveaux, que ce soit au niveau infirmière, médecin ou autre éventuellement. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue sur ça, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors là aussi, Je complète juste parce qu'on a une question sur le chat qui parle aussi du personnel soignant et de l'impact justement de ces innovations sur les métiers des personnels soignants. Donc, je pense que vous pouvez peut-être regrouper les deux questions donc sur Absolument. le personnel Alors, soignant. sur le premier point, là aussi, l'objectif, c'est, au-delà de l'amélioration de la performance, c'est le gain de temps. Donc, on le voit dans l'émergence de l'intelligence artificielle et c'est bien documenté dans d'autres domaines ou dans d'autres métiers. On a des systèmes d'IA qui permettent de faire des bonnes performances et d'avoir des gains de temps qui sont extrêmement importants. Donc, notre enjeu dans la santé, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va répondre aux questions sur les ressources humaines en intégrant ce paramètre-là pour arriver justement à libérer du temps de professionnels de santé, médical, paramédical, et pouvoir prendre en charge plus de patients en se recentrant sur la valeur ajoutée d'un acte ou d'une enfin, je veux dire, de compétences humaines et en déléguant à des algorithmes d'IA l'analyse tout à fait spécifique là où il y a des domaines de performance à aller chercher. Un exemple très simple aujourd'hui, on voit par exemple que dans le dépistage de cancer du sein, on n'est pas suffisamment bon, à la fois parce qu'on ne sait pas aller chercher les populations cibles, parce qu'on n'a pas forcément l'ensemble des dispositifs capables de faire des mammographies à toutes les patientes, et puis parce que pour des questions de sécurité, on fait des doubles lectures, c'est-à-dire deux radiologues qui vont relire toutes les radios pour être sûr de rien laisser passer et que ça prend un temps important. Ce qu'on montre aujourd'hui avec l'IA, c'est que sur tous ces paramètres, on peut d'un côté aller chercher plus facilement des populations cibles et des populations à risque et notamment avec des outils numériques, les faire venir plus facilement dans les cabinets de radiologie, qu'on a des définitions plus importantes avec les outils qu'on utilise aujourd'hui sur l'image et puis que la lecture automatisée des radios avec l'IA, permet de lire plus de 1000 clichés par jour, quand un radiologue, au bout d'une dizaine, il va avoir une baisse de performance pour des questions simplement d'attention et de capacité cognitive physiologique, si je puis dire. Donc, on voit très bien comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer ce type de prise en charge, gagner du temps. Et l'enjeu, c'est de comprendre quels sont les domaines où on va pouvoir appliquer ces algorithmes rapidement pour quel gain de temps et être en capacité ensuite de redistribuer ce temps vers d'autres tâches pour pouvoir les mettre à disposition justement
de besoins qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Et donc ça, c'est un élément absolument central parce qu'on voit très bien, je ne l'ai pas mentionné au début, mais qu'on a un déséquilibre très fort entre les besoins de santé de la population et puis le temps médical disponible qui est lié à différents phénomènes. La limitation importante avec le numerus clausus pendant plusieurs années. Deux, l'évolution du temps de travail également, qui est un phénomène sociétal fort. C'est-à-dire que les médecins auparavant travaillaient beaucoup plus que ce qu'ils travaillent aujourd'hui. Et donc, ça a un impact aussi sur le temps médical qui est disponible. Et donc, l'objectif, c'est que ces outils viennent nous permettre, le temps qu'on forme plus de médecins, justement d'arriver à répondre à ces challenges extrêmement importants de disponibilité de temps médical. Sur le deuxième point, il y a une évolution évidente des métiers qui revêt là aussi plusieurs enjeux. Le premier, c'est comment est-ce qu'un métier se transforme. J'ai pris l'exemple des radiologues tout à l'heure et c'est tout à fait volontaire parce que là aussi, on voit bien que si un radiologue ne passe plus son temps à analyser des radios, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire d'autre pour produire de la valeur dans une prise en charge de soins? Pour comprendre un peu le niveau de performance qu'on va gagner au-delà du temps dont j'ai parlé, euh, l'œil humain, aujourd'hui, quand il analyse une radio, il est capable de distinguer une petite dizaine de niveaux de gris. Les scanners qu'on fait, ou les IRM, ou les radiologies, en fait, contiennent plus de 1000 niveaux de gris différents et donc une finesse d'information qu'on rate complètement avec l'œil humain. Et donc, l'analyse algorithmique est basée sur les données justement qui sont issues de ces scanners ou de ces IRM vont gagner énormément en performance. Et puis, une analyse de scanner ou d'IRM aujourd'hui de façon automatisée, c'est quelques secondes avec les microprocesseurs qu'on utilise. Donc là aussi, ça montre bien le gain de temps qu'on va avoir. Donc, les métiers qui existent aujourd'hui, il va falloir penser leur évolution. C'est vrai pour certains métiers qui vont être basés sur l'analyse d'images, par exemple, sur l'analyse de certains paramètres biologiques, de bases de données, etc. C'est pas encore vrai aujourd'hui pour des métiers qui sont techniques, c'est-à-dire la chirurgie, l'interventionnel. S'il y a des promesses d'utilisation de l'IA dans des stratégies de robotique, elles ne sont pas encore développées ou validées aujourd'hui. Donc là, on reste encore sur des métiers qui vont avoir des tâches qui vont être essentiellement humaines. Et donc, c'est le même problème qu'on voit avec, par exemple, les traducteurs hein, dans d'autres domaines et qui vont se penser pas uniquement en termes de réorganisation des métiers existants, mais surtout en termes de formation pour faire en sorte que dans les métiers à venir, on soit capable de renforcer les métiers qui vont être nécessaires, d'intégrer dans la formation les évolutions de métiers qui vont être complétées par l'utilisation de ces outils et surtout que de façon transversale, on apprenne cette fameuse interface intelligence naturelle, intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on apprenne aux futurs professionnels de santé à travailler avec ces nouveaux outils, à comprendre ce qu'on doit en attendre, comment est-ce qu'on critique des résultats et comment est-ce qu'on reprend la main si besoin. Pour l'instant, la règle dans la santé, ça reste des questions de garantie humaine, c'est-à-dire que, in fine, c'est toujours l'humain qui a le dernier mot et qui va prendre la décision. Merci. Antoine, nous allons passer la parole à Lucille. Merci Lucille de te présenter. Merci beaucoup. Lucille Delmas, moi je travaille à l'Ifremer, donc c'est une question, je ne suis pas du tout dans le domaine de la santé, ça va être assez citoyen, assez naïf. C'est un peu dans la continuité de la question précédente, donc c'est déjà une question de compréhension. Je comprends que dans votre écosystème de multiples acteurs, il y en a certains qui travaillent sur de la médecine extrêmement précise, performante, etc. Mais je comprends qu'il y a d'autres acteurs qui s'occupent vraiment de l'écosystème de la santé en général, parce que enfin, j'ai compris ça, mais je voudrais que vous puissiez le confirmer parce que vous parliez du plan innovation santé, là vous disiez 2030. En 2024, et il y avait le mot souveraineté. Moi, je me suis arrêtée là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas très souverain là en ce moment. Alors, ni en professionnel de santé, mais ni en médicaments. En fait, tous les 4 matins à la radio, on a des infos qu'il manque des médicaments de base. Et je me demandais si dans les acteurs qui étaient dans cet écosystème-là, en termes de modélisation et de prospective, il y avait des travaux qui étaient menés sur le nombre minimum de médecins de proximité qu'il faut avoir, parce qu'aujourd'hui on rappelle des médecins à la retraite. Enfin, je trouve qu'on est dans une situation quand même un peu critique. J'ai l'impression qu'on fait le grand écart entre
des situations un peu de précarité de santé et en même temps une innovation, comme vous la décrivez, qui est quand même vraiment de pointe. Et je me demandais si dans le alors je comprends que vous travaillez là-dessus, j'aimerais bien avoir cette précision-là et je voudrais savoir si vous pouviez nous donner, quelques éléments de temporalité sur le moment où vous pensez que les 2 vont réussir à se rejoindre, la science innovante et la science de la prévention en fait et de l'organisation, heu, bien organisée. Et quand vous dites, également, et je m'arrête là, que, votre objectif, c'est d'avoir une santé, qui soit vraiment utile pour tous, est-ce que, vous parliez de la nécessité de former, voilà, régulièrement, les professionnels, de changer, je pense, de machine et cetera. Est-ce que vous pensez, qu'il pourrait y avoir une distinction dans la diffusion de ces éléments-là entre le secteur privé, clinique et le secteur public? Ou vous pensez que vraiment le travail que vous faites, il sera utile effectivement pour tous? Ouais. Alors, ça fait beaucoup de questions. J'essaie de répondre de façon synthétique. Merci beaucoup. Euh, alors, plusieurs choses. Le, le- Tout ce qui est fait pour l'innovation, en tout cas, c'est une de mes convictions, doit, et c'est ce que je dis tout à l'heure, hein, répondre à des problématiques tout à fait concrètes. Donc, l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à connecter les réalités de terrain que vous décrivez et qui vous inquiètent, c'est-à-dire la question de l'accès aux soins, la disponibilité du temps médical, la disponibilité de médicaments de base et la capacité à les produire, etc. Donc ça, c'est vraiment des problématiques tout à fait concrètes. Et puis les solutions que l'innovation peut amener et doit résoudre justement vis-à-vis de ces problématiques. Donc le travail qu'on essaye de faire, c'est de connecter tout ça et de faire en sorte que toutes les initiatives d'innovation, elles émergent parce que les gens qui les portent ont bien compris les enjeux et les problématiques. Donc là, si on prend quelques exemples, notamment dans les startups, quand on travaille sur l'organisation hospitalière, des outils basés sur la donnée qui permettent de trier les patients aux urgences, etc., on est vraiment dans cette logique-là, c'est-à-dire on a compris qu'il y avait un problème d'embouteillage aux urgences, que parfois ça générait des problèmes de qualité, de prise en charge, voire des accidents, etc. Donc on va créer des outils qui vont aider justement à la décision pour faciliter l'identification des patients à risque, leur orientation, leur prise en charge précoce, etc. Donc ça, c'est un exemple justement de la façon dont on connecte ces éléments-là. La réalité après, c'est que dans des grands systèmes complexes et humains comme la santé, quand on va intégrer des innovations, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va falloir expliquer, il va falloir former, il va falloir accompagner le changement d'organisation. Et donc ça va prendre du temps. Et la réalité, c'est que quand il y a des services, des personnels qui sont dans des problématiques tout à fait immédiates, ils ont parfois du mal à voir et à investir du temps pour mettre en place des outils qui leur permettent de les résoudre. Et donc, en fait, la proximité entre d'un côté la solution et les outils, et puis de l'autre les problématiques concrètes, devient un enjeu assez fort. Donc, tout le travail, c'est d'arriver à montrer justement à ces personnels qui utilisent ou à ces patients qui utilisent au quotidien un certain nombre de systèmes défaillants, comment est-ce que l'innovation va permettre de résoudre ces questions-là. L'utilisation, par exemple, de dossiers patients informatisés qui sont basés sur des outils informatiques, des logiciels, etc., est un bon exemple. C'est-à-dire que on va passer d'une pratique qui était essentiellement écrite, mais qui fonctionnait et avec des habitudes professionnelles, à une pratique qui est complètement informatisée, qui va à terme faire gagner beaucoup de temps, permettre de mieux partager de l'information, d'avoir accès en permanence à tous les dossiers, etc., mais qui a un coût d'entrée en termes de temps de formation qui a pu faire peur à certains professionnels. Donc ça, c'est un vrai enjeu de montrer en fait la connexion entre ces nouveaux outils et puis les problématiques pratiques et la façon dont on peut les intégrer pour qu'ils gagnent, ils permettent de gagner justement des paramètres qui sont définis en termes de performance, de fonctionnement, d'organisation, de temps, etc. Donc en fonction des solutions qu'on va amener. Donc ça, c'est un élément qui est absolument essentiel. Et ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, il y a une relative opposition entre d'un côté les problématiques du système de santé dont effectivement beaucoup de gens se plaignent dans la presse, que ce soit des patients, des professionnels, des organisations, etc. Et puis la volonté d'être en permanence en pointe sur ces nouveaux outils, mais qui sont simplement la volonté en fait de répondre à ces problématiques tout à fait concrètes.
On a effectivement dans l'écosystème des domaines qui sont très variés et très larges. Donc, on fait le grand écart de façon tout à fait assumée entre des échelles qui vont de la génomique dont on a parlé tout à l'heure à des analyses populationnelles. Et donc là, on est sur de l'épidémiologie pour vraiment couvrir tout le spectre entre l'ADN, la cellule, le tissu, l'organe, l'organisme, le système de santé, la population, et avoir une vision globale. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde va tout faire, mais ce qui veut dire qu'on va avoir des expertises qui ont des échelles différentes et que en les combinant de façon intelligente, ça nous permet d'avoir une vision complémentaire de certains des systèmes qui vont amener aussi en fait des gisements de découvertes tout à fait intéressantes, notamment parce qu'on peut favoriser de l'interdisciplinarité et des interfaces de vision entre ces différents systèmes. Voilà, j'ai essayé de couvrir un peu tout le spectre, mais s'il y a des parties que je n'ai pas couvertes, n'hésitez pas à me le dire. Alors, puisqu'on est sur l'innovation, il y a dans le chat quelques questions qui restent sur cette thématique et qui complètent un peu votre intervention. Donc, il y a une question de Laurent, qui je pense à Barbéry, qui a dû nous quitter, qui demande effectivement si le modèle économique de l'innovation continue en santé, qui paraît nécessiter une croissance de ressources financières, est soutenable pour qu'il puisse bénéficier à toutes et à tous. Donc, et une autre question un peu différente qui est de se dire que vous nous avez présenté tout à l'heure un tableau précisant que l'innovation était totalement exponentielle. Est-ce que les conditions dans lesquelles cette innovation se met en place seront toujours les mêmes? Est-ce qu'aujourd'hui, la transition écologique, la situation mondiale, internationale, donc les tensions géopolitiques permettront toujours cette croissance de l'innovation? Voilà pour un peu deux autres questions en lien avec ce sujet. Merci. Alors oui, sur le deuxième point, effectivement, c'est une question très intéressante. C'est compliqué de prédire ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on est globalement dans une ère d'accélération très forte. On peut imaginer effectivement des contraintes qui changeraient cette perspective-là, qui peuvent être des contraintes climatiques, qui peuvent être des contraintes de conflit, qui peuvent être des contraintes économiques. Et donc, ce qui est certain, c'est que c'est intéressant de suivre cette évolution. Pour revenir sur la question de la soutenabilité économique, l'enjeu, c'est d'arriver à avoir des modèles de prévision justement de ces paramètres-là et de comprendre dans quelle mesure, notamment quand il y a des choix de financement sociétaux, eh bien, on va analyser les paramètres entre ce qu'on appelle d'un côté la valeur ajoutée médicale ou le service médical rendu, le financement, éventuellement les coûts économisés et puis les populations d'application. Ce qu'on voit, c'est que on a beaucoup d'exemples dans lesquels finalement, quand on regarde l'impact de ces innovations, les coûts qui sont économisés sont extrêmement importants, même si le coût de l'innovation est beaucoup plus important que des approches traditionnelles, si je puis dire. L'exemple que je peux vous donner là-dedans, c'est un médicament qui a été mis en place il y a quelques années dans le traitement de l'hépatite C. Qui est un médicament qui permettait de guérir l'hépatite C et qui coûtait un peu plus de 40 000 euros par patient et par an, mais qui s'est donné de façon ponctuelle et qui permettait ensuite de guérir complètement cette maladie. Donc c'est un traitement, quand il a émergé, qui était effectivement très cher. C'est posé la question de savoir si c'était quelque chose qui était pertinent sur le plan médico-économique et comment on allait le financer. La réalité, en fait, de la prise en charge et du traitement de cette pathologie qu'est l'hépatite C, c'est que le coût du traitement, du nouveau traitement par rapport au coût des prises en charge classiques où les patients passaient une partie de leur temps hospitalisés avec des interventions lourdes, des complications extrêmement importantes, notamment hémorragiques, parfois des greffes hépatiques, etc. Le coût du nouveau traitement, même s'il était relativement élevé, était largement inférieur au coût réel de prise en charge de ces patients qui restaient hospitalisés avec des interventions lourdes, qui
étaient évidemment en arrêt de travail, etc. Donc, quand on combine le coût médical et le coût sociétal, eh bien, finalement, l'innovation était tout à fait soutenable et amenait un bénéfice réel dans la prise en charge médico-économique de ces patients. Un autre exemple qui est intéressant et qui montre aussi que l'innovation n'est pas toujours technologique ou ultra coûteuse. On a fait un travail sur le développement des initiatives de prévention. Donc, on a analysé en fait la performance des objectifs de prévention qui sont mis en place en France pour montrer qu'aujourd'hui, on a des performances qui sont relativement hétérogènes. Si on prend 3 grands domaines de prévention, le premier, c'est la question des addictions et puis des habitudes alimentation et activité. Le deuxième, c'est le dépistage des cancers. Et le troisième, c'est les programmes de vaccination. De façon tout à fait synthétique, on est plutôt bon sur les programmes de vaccination, notamment celles qui sont obligatoires. On est plutôt pas très bon sur le dépistage organisé des cancers, même si on rattrape le diagnostic dans d'autres cadres. Et puis, on est contrasté sur la partie habitude, activité et addiction, avec un gros point noir sur tabac et alcool. Et puis, pour l'instant, des habitudes alimentaires qui sont un peu meilleures que la plupart des pays industrialisés, même s'il y a une évolution qui est défavorable, et des habitudes d'activité qui sont, pour l'instant, relativement correctes. Donc, ce qu'on a essayé de comprendre, c'est l'impact du renforcement de la performance de ces objectifs de prévention sur les dépenses de soins. C'est-à-dire, en gros, si on fait mieux en prévention, est-ce que ça va coûter moins cher parce qu'on va limiter le nombre de pathologies? Et donc, ce qu'on a montré, c'est que si on se fixe des objectifs de performance plus ambitieux pour améliorer les paramètres que j'ai cités, eh bien, on allait pouvoir économiser de 5 à 17 milliards d'euros annuels sur les soins, en limitant justement l'apparition de nouvelles pathologies. Et c'est jusqu'à 2 millions de nouvelles pathologies qu'on peut éviter en améliorant ces objectifs de prévention. Donc là aussi, c'est un exemple d'innovation qui est plus organisationnelle, parce qu'on n'a pas besoin de technologies très avancées, mais qui montre des impacts médico-économiques extrêmement forts sur justement le système de santé de façon globale. Une question en rapport qui est dans le chat aussi. Est-ce que vous travaillez avec les SAT, donc les sociétés d'accélération du transfert de technologie, dans le cadre du passage effectivement des innovations issues des laboratoires vers la société? Alors oui, on travaille avec certains organismes qui se chargent de transfert de technologie. On a en fait au sein de notre écosystème un organisme qui est une filiale d'un de nos membres fondateurs qui est INSERM Transfer. Et puis via nos laboratoires et via nos chercheurs, on est évidemment en relation avec différentes SAT. L'objectif, c'est d'arriver justement à fluidifier cette relation entre recherche et entrepreneuriat et faire en sorte que les chercheurs soient accompagnés à ces transitions fluides, justement, des découvertes et en déclinaison de produits et d'entreprises. Merci. Je vais passer la parole à Mathieu. Mathieu, c'est bon. Bonsoir à tous. Oui, je suis là. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation. N'oublie pas de te votre présenter, intervention. Mathieu. Oui, tu as raison, merci. Alors, moi, je suis donc Mathieu Marchal. Je suis directeur de l'association Les Chaudronneries, qui est une structure de recherche et d'innovation citoyenne et populaire. Alors, ma question, du coup, elle est toute légitime ou tout en lien avec cette posture-là de départ. En fin de compte, on parle d'innovation, donc dans la définition de mon métier d'origine, qui est donc designer. Je suis designer de métier, designer des transformations publiques notamment. La question de l'innovation, c'est avant tout et d'abord le passage et l'adoption d'une invention à l'usage, en fin de compte, à ses capacités d'usage. Donc la question est assez pragmatique sur Paris Santé Campus. C'est quelle est la place concrète et réelle des usagers, des patients et des malades dans l'innovation, enfin dans le travail de Paris Campus Santé, enfin Paris Santé Campus.
Alors, Merci beaucoup, merci, Antoine. merci beaucoup. Cette place, elle est centrale, avec la conviction, au-delà de la définition que vous avez rappelée, justement de l'enjeu non seulement d'impliquer les utilisateurs finaux dans l'innovation, mais surtout que cette innovation soit un outil vers une finalité et qu'on soit capable de bien définir cette finalité. Donc, de façon tout à fait concrète, on travaille avec des associations de patients, des associations d'usagers du système de santé dans plusieurs directions. La première, c'est évidemment de les intégrer dans la conception et la définition des problématiques, la conception des solutions. La deuxième, c'est de travailler avec eux pour comprendre leur position et essayer de faire émerger un certain nombre de choix et de positionnements, notamment à l'échelle de la société. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Il y a évidemment la question centrale de l'utilisation des données de santé et de beaucoup d'autres paramètres qui sont des questions éthiques tout à fait importantes et permanentes finalement dans le domaine de la santé. Donc on a en fait des stratégies d'animation extrêmement importantes avec ces acteurs-là. Et notamment par le biais d'un des instituts de recherche que j'ai décrit tout à l'heure, qui s'appelle Santé numérique en société, qui travaille sur les enjeux économiques, sociologiques et éthiques des données de santé. Et donc la volonté vraiment de créer cette interface essentielle avec la société pour partager les enjeux de ces innovations, les questions qu'elles soulèvent et recueillir évidemment un certain nombre de positions, de choix qu'on accompagne également aussi avec la représentation nationale parce que il y a un moment quand les députés sont face ou les sénateurs sont face à des projets de loi, des grandes évolutions, etc. On va le voir avec les sujets fin de vie. Il faut absolument qu'ils soient en possession du maximum d'informations pour pouvoir justement comprendre et décider des choix sociétaux qui seront portés. Merci. Une question un peu connexe dans le chat. Donc vous avez présenté effectivement l'interdisciplinarité de Paris Santé Campus. Comment est-ce que ça fonctionne effectivement, cette interdisciplinarité, et comment est-ce que vous mesurez les plus-values de ce travail entre disciplines? Alors ça, c'est le secret de fabrication, donc je ne le dévoilerai pas. Plus Ah, sérieusement, pourtant, hein. c'est un enjeu qui est central également et merci beaucoup de cette question-là. Le challenge, c'est de mélanger des mondes qui ne se connaissent pas, ne travaillent pas ensemble, parfois ne se parlent pas, et d'arriver à casser un certain nombre de silos, d'archaïsmes pour les faire travailler ensemble. Voilà. Donc, sans forcément être complètement politiquement incorrect, on voit bien les oppositions qu'il peut y avoir entre le public et le privé. Et ça me fait d'ailleurs penser que je n'ai pas complètement répondu tout à l'heure à la question sur la diffusion de l'innovation, mais j'en dirai un petit mot, notamment sur la question du système privé. Donc, des acteurs qui ont des enjeux qui sont assez différents. Alors, on le voit par exemple entre des startups et des grands groupes, entre des chercheurs et des startups, entre des grands groupes industriels et des chercheurs. Donc, c'est arrivé vraiment à faire ce common ground, si je puis dire, où les gens vont se retrouver, vont pouvoir discuter, vont pouvoir comprendre qu'en fait, ils ont des intérêts à partager un certain nombre d'éléments, voire à travailler ensemble, voire à porter des projets en commun. Et donc, c'est toute la stratégie aussi qu'on a développée au sein de Paris Santé Campus, qui est basée beaucoup sur des éléments dirigés, si je puis dire, c'est-à-dire une stratégie d'animation, une stratégie de réseau, de mise en contact, mais dont on n'exclut évidemment pas un paramètre extrêmement important dans la créativité scientifique qui est la sérendipité, et pour lequel on valorise justement un certain nombre d'éléments d'animation, notamment sociaux, et donc au-delà des événements scientifiques, technologiques, entrepreneuriaux, etc. On a aussi des moments conviviaux, des after-work, des clubs de sport,
des clubs qui n'ont rien à voir avec la santé ou le numérique, etc., où les gens vont pouvoir se rencontrer, parler un petit peu d'autres choses et puis comprendre que bah, finalement, ils travaillent dans tel domaine et qu'ils peuvent discuter ensemble, etc. Donc, c'est la volonté vraiment d'essayer de maximiser justement ces éléments. La question ensuite de la mesure de la plus-value, elle est là aussi centrale, elle est complexe. Et donc, on travaille évidemment à documenter la croissance de chacun de nos mondes, si je puis dire, monde académique, monde entrepreneurial, monde industriel, avec des paramètres tout à fait spécifiques, mais surtout de comprendre quel est le niveau de synergie et la plus-value que l'écosystème va amener en regardant justement le fonctionnement de ces méta-organisations. Donc là, on est en fait dans le domaine de la recherche en organisation pour certains aspects, pour arriver à comprendre comment est-ce qu'on va évaluer le bénéfice justement de ces écosystèmes. Au-delà des paramètres objectifs qu'on essaye de travailler, on a également un certain nombre d'éléments subjectifs, mais qui sont extrêmement importants et qui sont très fréquents, de retour de la part de l'ensemble des acteurs qui nous décrivent les collaborations, les projets, les développements qu'ils mettent en place, qui n'auraient pas été possibles s'ils n'avaient pas été justement dans cette situation-là. Et donc ça, on le documente pour essayer de comprendre quels sont les flux d'interaction les plus importants et quels sont les impacts qui sont créés justement par ces flux d'interaction. Mais c'est une vraie question. Oh putain, Merci. merci Antoine. C'est Merci. génial. Alors, Olivier, nous allons te passer la parole. Alors, c'est... Oui, Olivier? Non, tu... Pardon, si c'est. Oui, oui, pardon, bonjour. Non, mais en fait, ma question était celle de Mathieu. Donc Ah, j'ai d'accord, ok. baissé ma C'est main. bien la Voilà. même. Ouais. D'accord, merci. Bon, alors, Timothée, alors. Oui, bonjour, je suis Timothée Silva, je travaille au commissariat à l'énergie atomique à Grenoble dans la prospective technologique. Moi, j'avais une question, est-ce qu'on a vraiment les moyens de nos ambitions? En fait, je développe dans l'IA, alors notamment l'IA générative, ben, il y a une course à l'entraînement des systèmes qui coûte énormément cher. Quand on veut entraîner des systèmes sur des jeux de données spécifiques, eh ben, il faut avoir les bons GPU et l'entraînement coûte énormément. D'autant plus que ben, il y a Nvidia qui fait la course en tête sur les GPU et qui a des gros mouvements aux États-Unis pour faire des GPU ou enfin des hardware spécifiques aux IA génératives. Donc, est-ce qu'on va pas être dépendant de toute façon des Américains sur des gros systèmes qui nécessitent du fine-tuning assez précis sur des jeux de données dédiés et pareil sur les jeux de données dédiés pour avoir quand même quelque chose de représentatif et d'efficace, il les faut assez large. Il faut des grands jeux de données. En France et notamment en Europe, on a la particularité de poser des problèmes sur l'échange, l'accessibilité des données médicales. Et on fait des lois, notamment européennes, sur l'IA avant de développer des champions. Et donc, je me demande, est-ce que vraiment, au final, voilà, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions pour être le numéro 1 mondial dans la santé numérique? Alors, on peut toujours se comparer et se dire qu'il y a d'autres qui sont plus grands, etc. Moi, je trouve que le plus grand risque, c'est de ne rien faire et de se dire que comme on n'est pas les Ouais, premiers aujourd'hui, on va pas se lancer, hein. Globalement, ce que je vois, en tout cas dans la santé et notamment dans l'IA, c'est il y a une vraie volonté, il y a des vraies ambitions. Il y a des moyens qui ne sont pas ceux des États-Unis, qui ne sont pas ceux de la Chine. Il faut être très clair là-dessus. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses. Il faut comprendre nos forces, nos atouts et nos expertises, comprendre là où on doit se renforcer. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis, se dire que s'il y a des exemples, on le voit avec des grosses capitalisations, par exemple, sur les grandes plateformes de données. On peut parler des GAFAM ou d'autres gros acteurs. Ça ne nous empêche pas, nous, alors de se dire que cette course-là, c'était la course d'il y a 20 ans, mais que la course d'aujourd'hui, on peut tout à fait être dans cette dynamique-là et puis voir dans 2 à 3 ans comment est-ce qu'on évalue les choses.
de façon peut-être plus concrète sur la question notamment de la santé numérique, on a besoin, si on veut développer des approches pertinentes et notamment d'IA, de trois grands éléments. Vous l'avez cité, on a besoin de données, on a besoin d'algorithmes, on a besoin de capacités de calcul. Les données, en fait, on les a. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à y accéder de façon fluide parce qu'on s'est doté d'un certain nombre d'éléments qui permettent d'un côté de garantir des enjeux sociétaux, humanistes et éthiques, mais qui de l'autre sont une contrainte pour accéder à ces données-là. C'est pas quelque chose qui est inéluctable, mais ça veut dire qu'il faut que là on mette les moyens pour se dire comment est-ce qu'on respecte ces cadres-là, mais qu'on facilite leur accès tout en les respectant, et c'est possible, pour être vraiment dans la course et pouvoir exploiter le maximum de potentiel de ces données-là. On est dans une situation qui est un peu paradoxale parce que on considère qu'on a effectivement un trésor qui est une base de données nationale qui a une profondeur historique extrêmement importante, que peu de pays ont. Les États-Unis, par exemple, n'ont pas de base de données nationale. Ils ont des grandes bases de données qui sont sur des systèmes assurantiels ou sur des réseaux de soins, mais qui ne sont pas un système fédéré national. Et par contre, ils ont des sets de données extrêmement larges auxquels ils peuvent accéder très facilement, mais au prix de concessions extrêmement importantes, qui ne sont pas les choix qui ont été faits en Europe, sur la propriété, l'anonymisation et l'utilisation, enfin les garanties humaines qu'on peut donner dans l'utilisation de ces données-là. Donc voilà, c'est des équilibres à trouver. Sur cette question de l'accès à la donnée. En tout cas, il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour essayer de déverrouiller l'accès, notamment via le Health Hub et puis la CNAM, à ces jeux de données. Et en parallèle, la mise en place, l'émergence de structures qui permettent de compléter les données de ce qu'on appelle le SNDS, le Système national de données de santé, avec des données de vie réelle à l'hôpital ou en ville. Sur la question des algorithmes, je crois qu'on est assez d'accord sur le fait qu'on a en France des formations excellentes et des chercheurs en IA qui sont excellents. On s'est lamenté pendant 10 ans en se disant on n'est pas en capacité de les garder, ils vont tous partir, on n'est pas attractif, etc. Je vois moi des initiatives, notamment sur l'IA, qui en font revenir certains et pas les plus mauvais, et donc qui peuvent peut-être inverser cette tendance-là. Et puis après, il y a le dernier point de la capacité de calcul. Donc là, effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, on connaît les acteurs qui tiennent ces enjeux-là. Ils ne sont pas européens. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on met en place des collaborations qui nous permettent d'accéder à ces éléments-là pour valoriser les deux premiers paramètres et faire en sorte que on reste à notre niveau d'ambition aujourd'hui dans cette course-là. Ce qui est certain, ce que je vois, c'est que l'usage complètement dérégulé qui peut être fait en Asie ou en Chine, par exemple, de l'IA est un vecteur de développement extrêmement important et qu'il faut qu'on comprenne, nous, comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre, d'un côté, les choix souverains et sociétaux, et puis la capacité d'utiliser et de développer rapidement ces approches. Merci Antoine. Fanny, nous allons te passer la parole. Et ensuite Sébastien. Donc Fanny, vas-y. Oui, bonjour, merci beaucoup. Fanny Balbo, je travaille au CEA à Saclay et dans le domaine des matériaux. Ma question, en fait, j'aurais voulu que vous reveniez sur le concept de garantie humaine et notamment si vous pouviez expliciter comment concrètement il se met en œuvre sur des cas précis. Et je me demandais aussi si cette notion de garantie humaine, comment elle était internationalement répartie, acceptée. Enfin, est-ce que c'est au niveau européen? Est-ce que c'est au niveau... Voilà. Et Ouais. après, j'avais une deuxième question, je ne sais pas si je peux la poser. C'était plus sur la partie formation. Comment, justement, au sein de vos structures, pour les plus jeunes, vous intégrez, vous arrivez ou pas à intégrer dans les formations, je ne sais pas, les masters, les licences, toute cette culture d'IA. Voilà. Ouais. Merci. Alors, sur le premier point, la garantie humaine, donc c'est un concept qui permet
que l'humain soit à la fois le décisionnaire final et qu'on conserve dans les décisions qui sont prises justement l'intérêt de l'humain qu'il y a derrière la donnée. Donc c'est un concept qui a été poussé et qui est inscrit dans certains règlements européens, qui est évidemment une conviction sociétale importante en Europe, qui est aujourd'hui pas forcément en pratique la réalité dans l'utilisation des données dans d'autres pays, mais qui est souvent mis en avant dans les recommandations, les positionnements, les livres blancs, les rapports d'experts, etc., qu'on voit émerger dans des grandes organisations internationales. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des éléments en dur, si je puis dire, qui obligent tous les utilisateurs à avoir cette logique de garantie dans tous les pays, mais c'est quelque chose qui est largement mis en avant comme un élément incontournable du développement des outils d'intelligence artificielle. Donc de façon tout à fait concrète, je prenais l'exemple tout à l'heure de la lecture d'un scanner ou d'une radiologie, c'est faire en sorte que à la fin, ce soit le médecin qui, en ayant la possibilité de regarder les images et puis en ayant une synthèse de l'analyse algorithmique, décide si il valide ou non la proposition qui est faite, si les résultats de l'analyse algorithmique sont pertinents ou pas, et si lui doit ajuster l'analyse avec d'autres éléments qui sont des éléments de l'histoire du patient, des éléments biologiques, des éléments de vraisemblance de l'ensemble, etc., qui permettent in fine de prendre la décision et qui se fait évidemment au bénéfice d'un humain. Sur le deuxième point, sur la formation, c'est un enjeu majeur. On voit aujourd'hui la complexité que c'est dans les programmes de formation. Donc, côté, il y a deux domaines en fait sur lesquels il faut réfléchir. Le premier, c'est la formation des professionnels de santé et donc leur acculturation au sujet des données, au sujet de l'intelligence artificielle, le fait qu'ils arrivent à comprendre la façon dont tous ces outils fonctionnent et comment ils vont les utiliser. Et puis, il y a un autre domaine qui est la formation de toutes les compétences nécessaires pour développer ces approches-là et leur acculturation à la santé. Donc, typiquement, l'ingénierie, le management, la mathématique, l'algorithmique, les data scientists, etc. Et faire en sorte que toutes ces compétences qui sont absolument essentielles aujourd'hui dans ces axes de développement de la santé puissent connaître et comprendre les enjeux des professionnels de santé, des patients, du système de santé, etc. Donc, c'est pour moi deux domaines tout à fait complémentaires. Le deuxième domaine est probablement un peu plus simple que le premier. Notamment, c'est ce qu'on développe ici avec les étudiants, c'est les mettre en lien, alors parfois dès la formation initiale, avec des problématiques, des acteurs du système de santé pour qu'ils puissent connaître et comprendre ces questions et ces logiques-là. Le deuxième, enfin le premier, pardon, si je reviens à la question des professionnels de santé, c'est comment est-ce qu'on va régulièrement faire évoluer les programmes de formation, les maquettes pédagogiques, etc., pour faire en sorte que des futurs infirmiers, des futurs médecins, des futurs aides-soignants, etc., connaissent et comprennent l'utilisation des données, des outils d'intelligence artificielle, etc. Et ça, on voit en fait malheureusement qu'on en est aujourd'hui très loin et que la plupart des formations qu'ils vont avoir dans ces domaines-là sont des formations qui vont faire par eux-mêmes, qui vont aller chercher, etc. Donc on a ce dialogue-là. D'ailleurs, bientôt, on a organisé des cycles de réunions avec les étudiants et les associations des étudiants en santé pour comprendre leurs attentes, voir quels sont aujourd'hui les besoins et comment est-ce qu'on peut répondre de façon plus efficace à ces besoins de formation, avec une réalité qui est exactement la même que celle que je décrivais dans l'innovation. C'est-à-dire que si les technologies, si les approches, si les outils, si les organisations changent de façon extrêmement régulière, ça veut dire qu'il va falloir changer de façon extrêmement régulière également les programmes de formation, ce qui est une contrainte forte quand on connaît notre système de formation aujourd'hui. Merci. Sébastien, nous te passons la parole pour une avant-dernière question, parce que j'ai d'autres éléments sur le chat. Vas-y, Sébastien. D'accord, oui. Bonjour, Sébastien Jaffraud. Alors, je suis dans une direction qui s'occupe des risques naturels et de la prévention au BRGM. Voilà. Je vais poser une question qui, je crois d'ailleurs, a fait l'objet d'une question dans le chat. Donc, quelle analyse vous faites en fait de l'intérêt évident de transformer notre société avec des technologies de pointe et limiter l'impact de ces nouvelles technologies sur la planète, qui est aussi au centre des effets sur notre santé?
Voilà, donc, et puis ma deuxième question, j'en ai une deuxième, je peux la poser, je pense qu'elle n'est pas trop longue. C'est en termes d'orientation des projets qui sont définis dans les écosystèmes, est-ce qu'ils sont le fruit justement d'un comité? D'après ce que j'ai eu dans vos slides, on parle de comité, donc est-ce que c'est un comité qui choisit les sujets sur lesquels doivent poser justement les appels à projets? Ou est-ce que c'est des grands programmes nationaux qui définissent dans ces écosystèmes, en fait, sur quel sujet doit travailler l'écosystème? Ouais. Alors, sur le premier point, il est absolument indispensable que toutes les stratégies d'innovation intègrent un certain nombre de prérequis dans leur conception. Et donc, évidemment, en tout cas, c'est la logique qu'on partage avec l'écosystème ici. Les enjeux climatiques sont, de ce point de vue-là, assez centraux. Mais il y en a d'autres, hein. On peut par exemple prendre la question de la sécurité des systèmes, donc les enjeux de cybersécurité. Quand on voit aujourd'hui les architectures de certains systèmes d'information dans la santé qui n'ont pas intégré ces enjeux de sécurité au départ et qui se retrouvent en fait avec des architectures un peu juxtaposées sur lesquelles il faut appliquer des couches de sécurité, ça engendre énormément de complexité. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à comprendre les briques centrales qu'on va intégrer dans ces innovations. Et la partie évidemment développement durable, enjeux climatiques, sécurité, garantie humaine, etc., sont des briques de départ absolument essentielles. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on diffuse nous dans l'écosystème pour que les chercheurs, les entrepreneurs, etc., pensent dès le départ à intégrer ces éléments et qu'on ne se retrouve pas effectivement avec des innovations qui peuvent être très intéressantes, mais qui ont des impacts catastrophiques sur d'autres paramètres ou qui ne sont absolument pas sécurisés, par exemple. Ça, c'est Avant la deuxième question, je vais juste rajouter un petit point. ouais. Vraiment sur l'optique en fait des supercalculateurs, de fait de stocker, de stocker Oui, justement de la donnée qui est riche, et que ça c'est beaucoup plus compliqué à évaluer parce que forcément ça pose une grosse question sur ce qu'on est en train de faire en termes d'usage de cette technologie. Voilà, ouais, c'est tout. ouais, absolument. Ça Non, mais pose vous une avez tout à fait raison. question sur effectivement l'énergie, donc qu'il faut mettre derrière, sur tous les aspects d'utilisation de métaux rares. Donc ce sont des questions qui sont également dans le chat. Absolument. Sur la deuxième question, donc c'est la combinaison de différentes approches. Donc il y a à la fois, on est dans un pays où l'État met en avant des stratégies, des axes de recherche et puis des financements qui sont associés et qui permettent d'engager un certain nombre d'acteurs dans ces directions-là. Donc il y a cette approche-là évidemment, et je l'ai mentionné par exemple avec des stratégies d'accélération, des programmes d'équipement prioritaires de recherche, etc. Et puis à côté de ça, il y a aussi la liberté des chercheurs ou des entrepreneurs de développer des projets qui peuvent être un petit peu en dehors, parfois en amont de certaines directions, mais qui vont défricher un certain nombre d'éléments et qui feront peut-être l'objet plus tard d'appels à projets stratégiques. En tout cas, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'avoir ces combinaisons d'approches, c'est-à-dire évidemment d'accompagner les grandes directions stratégiques que l'État pousse à travers ces programmes-là, mais aussi de donner la possibilité à des technologies, des approches et des organisations émergentes qui ne sont pas forcément repris dans ces grands programmes, de trouver la possibilité de se développer, d'évaluer leur impact et puis de grandir ou de disséminer sous forme notamment de programmes plus larges si elles sont pertinentes et si elles ont montré un bénéfice. Donc on essaye d'avoir vraiment ces approches différentes. Merci. Il y a dans le chat aussi un certain nombre de questions sur One Health. Est-ce que c'est une approche que vous intégrez dans les travaux de cette organisation? Alors oui, avec évidemment un niveau de complexité supplémentaire quand on dit qu'il faut faire se parler des mondes qui sont différents, mais c'est évidemment un enjeu très fort. Donc beaucoup, en tout cas moi, en étions convaincus avant la crise Covid. Je pense que ça a remis au goût du jour justement l'importance de bien coordonner ces approches-là. Donc santé humaine, santé animale, santé environnementale et santé globale. Donc c'est quelque chose qui est largement développé, mais qui est compliqué à mettre en pratique, en place au quotidien, parce que on le voit, nous,
commence à travailler par exemple avec des startups qui travaillent dans l'agritech, et donc arriver à trouver un lien et un moyen de communication entre justement les enjeux, les besoins des startups qui se développent dans l'agriculture, les valeurs ajoutées qu'elles peuvent trouver dans l'approche nutritionnelle, les enjeux de santé humaine, les méthodologies, etc. On est là vraiment dans des logiques d'interdisciplinarité qui sont très, très abouties. Donc c'est une direction qu'on essaye de pousser, mais qui n'est pas simple à développer, d'autant plus que là aussi, on voit bien les efforts qui sont faits par l'État pour avoir des systèmes qui communiquent notamment entre les directions centrales, les ministères, et donc il y a une vraie volonté d'aller beaucoup plus loin dans ces concepts-là, qui est portée aussi par les organisations internationales. Merci. Nous avons dans notre session, donc mercredi prochain, un moment sur One Health avec donc la fresque qui a été développée pour travailler autour de ce concept global et systémique. Voilà, donc je pense que la question rebondit. François, est-ce que tu veux conclure quelque chose? Parce que j'étais terriblement frustrée tout à l'heure. François, c'est Moi, personnellement. Non, pas forcément toi, mais comme tu avais quand même plusieurs questions, est-ce que tu en as une encore? Oui, j'ai une question vis-à-vis des startups. En Peut-être quoi que les tu te présentes, startups... François, parce que tu ne l'as pas fait tout à l'heure. Ah oui, alors François, ingénieur en chef à Ariane Group, en charge du programme AM6. Et j'avais une question. C'est en quoi les startups nous aident? Parce qu'elles sont juste en charge de chercher des financements. Et ce que je vis, moi, dans notre milieu, c'est qu'elles sont capables de vendre n'importe quoi, pourvu que ce soit du fric. Donc, j'aimerais avoir ton avis, Antoine, sur le sujet, en fait. Alors, c'est un petit peu différent dans le domaine de la santé et avec un élément contextuel, mais que vous voyez aussi dans d'autres domaines, hein, qui est réel, c'est l'accès au financement. Donc, il y a un enjeu de façon globale sur le financement de l'innovation, avec un certain nombre de questions qu'on a abordées tout à l'heure. La réalité aujourd'hui du contexte économique fait que les startups ont énormément de mal à rentrer dans des levées de fonds, et d'autant plus qu'elles ont des produits qui sont en cours d'évaluation, en cours de marquage CE. Donc là, dans cette partie-là, aujourd'hui, c'est très, très compliqué. On essaye de les aider, évidemment. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a une disponibilité de programmes de financement, notamment publics, sur l'amorçage et les premières phases qui sont importants, donc qui permettent l'émergence de jeunes entreprises, de jeunes projets, etc. Et que la partie, en fait, aval est plus compliquée une fois qu'elles ont consommé justement les premiers développements, les premières aides publiques ou les premiers concours d'innovation. Et quand il faut aller chercher ensuite des fonds pour pérenniser leur développement, avec une particularité dans la santé qui est que comme le domaine est régulé, elles ne peuvent pas vendre n'importe quoi et elles peuvent pas le vendre à n'importe qui. Donc c'est vraiment des procédures extrêmement strictes. Et le deuxième point, c'est que les délais, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour arriver à passer toutes les procédures d'évaluation, de certification, etc., même s'ils sont moins longs que ce que j'ai cité sur les premiers médicaments qui prenaient parfois 10 à 15 ans, prennent beaucoup de temps. Et donc, les financements d'amorçage ne sont souvent pas suffisants pour leur permettre de développer des premiers prototypes et des produits. Quand on voit dans des entreprises, on va dire dans des domaines plus classiques, que ça peut être 2 à 3 ans, dans la santé, c'est plutôt 4 à 6 ans, voire plus. Et donc là, il y a un enjeu, il y a un gap de financement qui est extrêmement important. Donc là, nous, par exemple, on a mis en place avec BPI France un programme pour aider ces entreprises-là dans le domaine de la prévention, donc qui est le complément de l'étude dont je parlais tout à l'heure, avec un fonds d'investissement de 100 millions d'euros pour aider justement ces entreprises à émerger sur un besoin qui est réel pour le système de santé et puis un
un domaine, on va dire, un marché qui est émergent aussi et qui a défriché. Merci Très Antoine, bien. c'est clair. Merci Antoine. Merci. Je crois que nous arrivons au bout de notre séquence donc, de webinaire. Merci donc Antoine Tenière d'avoir pu témoigner de cette initiative.